Dans le blues, pourquoi le blues? Parce que on est dans les années 30, c'est quand même une période qui est, c'est un vrai tournant, sans jeu de mots avec Crossroad, mais c'est quand même un tournant où à ce moment-là, il y a la librairie, la bibliothèque du Congrès des États-Unis qui envoie un type appelé Alan Lomax dans les pénitenciers, dans les bleds les plus paumés et retirés de l'Ouest et du Sud américain pour enregistrer des perles rares, c'est-à-dire récupérer un petit peu toute cette culture américaine de la musique folklorique campagnarde. Donc à ce moment-là, on voit des types enregistrer des disques, leurs premiers disques, leurs premières bandes, qui sont totalement inconnus, et d'où cette naissance de mythes futurs et aujourd'hui complètement recherchés par les collectionneurs. Donc forcément, notre personnage de Charlie Williams, dans le roman de Mark Twain, c'est un esclave. On est loin de ça, mais là on est en pleine ségrégation. Donc on va dire qu'au niveau humain, c'est le même contexte. Sur pas bien vu, surtout un petit blanc qui se balade avec un grand noir, c'est certainement pas très très bien accepté. Mais ce type, qu'est-ce qu'il peut espérer dans la vie, à part devenir un chanteur, un joueur de guitare, un musicien, un bluesman? Alors, nous, on lui rajoute un peu un ou deux poids aux chevilles, c'est qu'il n'est pas bon. Donc, forcément, en plus, il est rejeté par les siens. Donc, c'est pas un génie du tout. Et d'où cette musique qui va quand même, malgré tout, les accompagner tout le long du chemin. Donc, il y a ce monde adulte qui est quand même représenté par Charlie, et le blues, et les concerts, et l'alcool. Et puis le monde naïf et en même temps complètement dynamisé par la surprise, le rêve d'un petit Huck Finn qui est relativement ébloui par plein de choses et notamment par ce grand noir, quoi. Malgré tout, il a une culture à la McCain, c'est-à-dire quand même une culture de raciste de base, pas parce qu'il est raciste mais parce qu'on l'a éduqué comme ça. Mais malgré tout, je pense que il est relativement intéressé par ce personnage qui est quand même plus grand que lui, qui est un adulte insouciant, mais en même temps il ne représente pas l'adulte, il représente le grand enfant. Et je pense que c'est ce pourquoi ils sont pas complètement potes au départ, mais il y a quand même une espèce de liaison comme ça qui sera jamais dite entre eux. La description des rapports entre blanc et noir, oui, ça c'est Steve qui a bien bordé ça. Moi à la base, le Charlet aurait plus été un noir un peu en avance sur son temps dans cet état, plus cultivé, plus a tendance à revendiquer. Et donc voilà, toutes les scènes qui se passent dans l'élevage de poissons-chats, où Charlie est ouvrier et le père adoptif de Huck lui dit mais c'est impossible il dit à son fils adoptif, c'est impossible que tu parles à un ouvrier noir, on ne se mélange pas, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, les patrons d'un côté, les employés de l'autre. Et voilà, et puis ensuite, de lui-même Charlie qui dit à Huck qui veut boire dans son verre, non, c'est impossible, vous êtes blanc, je suis noir, on ne mélange pas les couleurs. Donc ça c'est Steve qui l'avait en tête, d'une part parce qu'effectivement je pense qu'il connaît bien l'époque, et puis peut-être aussi ce qu'il a connu quand il est parti aux États-Unis. En même temps, je pense ségrégation qui n'est pas forcément dite, mais qui existe toujours. Je pense qu'en même temps, Huck et Charlie, ils vivent pas dans leur temps non plus. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on est quand même dans les années 30, 40, on est entre les deux, hein, mais c'est bien sûr que les blancs et les noirs, ils se parlaient, bien sûr qu'ils pouvaient boire dans le même verre. Ça n'a jamais été interdit. Mais pour moi, là où les deux personnages sont relativement ancrés dans l'histoire des États-Unis, c'est que par l'éducation, ils sont restés complètement ancrés là-dedans, dans ces habitudes dictées par la loi des ancêtres presque, et qu'en fait, comme ils n'ont jamais bougé de chez eux, ils sont restés à ça. C'est-à-dire qu'ils iraient dans une grande ville, qui verraient bien qu'effectivement les Noirs peuvent être rebelles ou peuvent être dans le milieu de la culture ou autre. Et eux non, ils sont à la campagne, ils ont gardé cet esprit à la Mark Twain. Et ils vivent en dehors de leur temps. Déjà les années 30 les a dépassés pour moi. Et effectivement, en même temps, en revenant sur la personnalité de Charlie, je voulais pas que ce soit quelqu'un de forcément rebelle ou de revendicateur, je sais pas comment on dit, mais parce que quelque part, là il y a deux personnages. Il y a deux personnages et ils peuvent pas avoir le même poids tous les deux. Et ça c'est un truc, c'est une espèce de règle quand même dramaturgique. C'est qu'il faut quand même un qui prenne le dessus sur l'autre. Et je pense qu'un Charlie qui aurait été en dehors de son temps, plutôt à la pointe de la rébellion, de plein de choses comme ça, effaçait totalement le gamin. Or,
moi je partais plus du principe que c'est le gamin qui avait des vraies quêtes, il y avait un côté survie chez lui de trouver quelque chose, ou en tout cas d'avancer, parce que lui c'est un enfant, donc il doit grandir. Voilà, ils sont un petit peu décalés tous les deux, et en même temps c'est quand même Hug qui avait la vedette. Et la seule façon de le garder comme ça en premier rôle, c'était aussi que Charlie représente cette espèce de vieille culture noire américaine avec on mélange pas les gobelets, chacun à sa place, et que lui-même rappelle ces règles-là. Et que ce soit pas justement forcément un maître blanc qui dise toi le noir reste à part. Je trouvais que c'était mieux si c'était dit par lui. Alors l'histoire de la crue, effectivement, qui se passe à la fin de l'album, c'est assez simple, c'est que dans le scénario, on avait un réel problème, c'est que ils descendaient la rivière Yazoo, ils arrivaient à Vicksburg, logiquement, puisque là se rejoint le fleuve Mississippi et la rivière Yazoo. Le problème, c'est qu'à ce moment-là de notre scénario, ils devaient prendre le train. Or, la seule gare vraiment intéressante qui puisse repasser par le nord, Memphis et autres, et pouvoir se diriger sur une grande aventure, c'était Jackson. Et la seule façon pour faire une ellipse de temps comme ça et d'arriver d'un point à un autre, c'est-à-dire Vicksburg-Jackson, il y a quand même bien 4-5 heures de route, donc à pied, je pense, c'est quand même très long à résumer. Et donc cette histoire de crue a permis de rejoindre le fleuve Mississippi qui finalement, eux-mêmes n'étant jamais partis de chez eux, avaient l'impression que le Mississippi était un vaste océan comme ça immense. Et en fait c'était la crue. Et la crue a permis, si vous voulez, à ce qu'ils dérivent avec leur maison, leur baraque radeau jusqu'à Jackson sans qu'ils s'en aperçoivent. Et du coup d'attendre que la crue se retire pour pouvoir prendre le train. Voilà, c'était aussi bête que ça. C'était une astuce de scénario. Donc la suite bientôt, puisque la même année, c'est plus ou moins prévu octobre-novembre 2009. Et donc on a plutôt bien avancé et le plus facile reste à faire, puisque le plus dur a été fait. Ça a été de le démarrer et de trouver des bonnes idées.